mission nouvelle de COVID. Il s'agit de notre seconde sur une série de 15 séances. Notre séance d'aujourd'hui se concentrera sur la prévention d'infections et sur les questions de vaccination COVID-19. J'espère que vous allez trouver ceci intéressant et aussi très instructif. J'aimerais commencer avec quelques questions d'intendance rapide. La première diapositive est que l'interprétation est disponible en français et en espagnol. Vous pouvez avoir accès à l'interprétation. Si vous allez au bas de votre écran Zoom, vous trouverez un bouton qui dit Interprétation. Vous pourrez sélectionner le langage de votre choix. Tout au long de ce webinaire, nous allons utiliser les caractéristiques questions-réponses de Zoom pour les questions que vous pourriez avoir sur la prévention de l'infection et le contrôle, et ceci sur n'importe quel aspect de cette question. Veuillez utiliser ce QA question-réponse. Nous répondrons bien de façon verbale ou de façon écrite. Pour toute question technique ou de logistique, comment avoir accès au sondage ou certificat de participation, utilisez la caractéristique chat. Cette séance est l'objet d'enregistrement en anglais, français, en espagnol, et votre participation montre votre consensus et acceptation de l'enregistrement. Ces enregistrements seront disponibles après la séance dans les 3 langues, de manière à ce que vous puissiez pouvoir y avoir accès. Après cette séance, vous aurez la possibilité de remplir un questionnaire et suivant ce questionnaire, vous recevrez un certificat de participation. Nous vous donnerons le lien pour ce questionnaire à la fin de cette retransmission. Faisant partie du projet Éco-collaboration, il y a des informations qui sont prises via l'inscription, la participation, le chat, les réponses, les questions. Toutes ces informations seront dépersonnalisées pour être confidentielles et être gardées comme contrôle de qualité pour voir comment ces webinaires sont utilisés pour être sûr de pouvoir continuer à faire de ces webinaires ce dont vous avez besoin. Je voudrais rappeler à tout le monde que cette séance vient de cours de l'OMS. Il y a des cours ouverts de l'OMS sur la vaccination au point national et régional. Nous avons des cours. Toutes ces questions peuvent être trouvées dans ces sections. Nous vous recommandons de réviser ceci. Tout ce contenu sur la prévention des infections et le contrôle est disponible sur le module 3 de ce cours. Nous avons aussi des exercices de simulation pour aider les pays à tester leur stratégie de COVID-19 vaccination avant de recevoir en fait les vaccins COVID-19. Sur ce, quelques annonces rapides avec l'ordre du jour et les objectifs d'aujourd'hui. Notre première annonce est que le trousseau de COVID-19 a été lancé. Il s'agit ici de votre référence nécessaire pour la formation et information générale pour le vaccin COVID-19. Utilisez cette ressource de manière à pouvoir continuer de l'avant. N'hésitez pas à nous contacter également en utilisant cette ressource COVID-19. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la prévention d'infection et le contrôle pour le vaccin COVID-19. Nous allons commencer avec une présentation sommaire, suivie d'un panel d'experts et aussi pour savoir quelles seront les prochaines questions lors des prochaines séances de webinaire. L'objectif d'aujourd'hui est de se concentrer sur les informations clés dont vous aurez besoin
sur les vaccins COVID-19, prévention et contrôle, procédures et principes. Il y a deux objectifs d'apprentissage, en fait. Tout d'abord, il s'agit de décrire la préparation pour les séances de vaccins suivant les principes d'infection, prévention, contrôle. Et la deuxième est de voir quelles sont les procédures durant les séances de vaccination pour protéger les travailleurs de la santé, les personnes qui recevront le vaccin et la communauté en général. Sur ce, j'aimerais parler la parole à Carole Frey qui va nous donner une présentation. Merci, Shoshana. Benedetta, y a-t-il autre chose à mentionner ou est-ce que je commence directement avec la présentation? Non, non, allez-y avec la présentation. Eh bien, merci pour l'invitation à contribuer à ce webinaire. Cette brève présentation va montrer les principes d'invention et contrôle et prévention. Ceci sera complémentaire du module dont je a parlé. Il me semble de toute façon qu'il est important de renforcer ces messages car il y a eu une évolution. Et je crois qu'il est important de noter que là où les pays ont bien avancé avec leur programme de vaccination COVID-19, les principes IPC sont sans changement. Et la raison, tout d'abord, est que nous sommes encore en train de collecter des informations au niveau global de l'effet de ces vaccins à l'heure de réduire la transmissibilité aux autres. Et nous savons aussi qu'il n'y a aucun vaccin qui est 100% efficace. Donc, ce conseil IPC reste inchangé. Je ne sais pas lorsqu'il y aura une révision, mais suivez ces conseils pour vous, pour vos collègues, les personnes qui reçoivent les vaccins et, comme dit Shoshana, la communauté au sens large. Il s'agit donc d'une séance de rafraîchissement et de rappel sur ces questions. Tout d'abord, l'OMS a publié un mémoire au mois de janvier. C'est un document qui réunit les instructions de l'OMS sur l'IPC. Nous pensons qu'il était important que sur ce site web, toute l'information soit récompilée sur un endroit, de manière à ce que nous puissions savoir ce que nous pouvons faire pour ceux qui gèrent des cliniques. Cette mémoire est divisée en deux parties, la préparation de la phase de planification et ensuite la phase opérationnelle, c'est comment ces vaccins sont gérés de façon sûre à l'heure de l'administration. Comme rappel, voici les points principaux pour avoir une vaccination sur précautions habituelles. Vous les connaissez. À l'heure de traiter tous les patients dans tous les moments et dans toutes les circonstances. Ceci est applicable pour ce qui est tout le processus de la vaccination. Il y a d'autres précautions IPC qui requièrent de minimiser la transmission du SARS-CoV-2 et c'est l'utilisation de masques, entre autres choses. L'information est également très importante. Il s'agit non seulement de travailleurs de la santé ou personnel sanitaire, mais n'importe quelle personne qui est impliquée dans la vaccination. Ça peut être le personnel de l'hôpital, du nettoyage, ça peut être toute personne qui ait un impact ou un contact avec le processus de vaccination COVID-19. Et nous avons déjà suggéré des stratégies qui permettent, par exemple, de rester en contact avec le personnel de manière à ce qu'il puisse être au courant. Et la communication est de toute manière essentielle, de manière à faire à ce que tout le monde soit conscient de ses responsabilités. Ensuite, nous avons un environnement propre et bien ventilé. Nous savons que la ventilation est importante dans les mesures de contrôle du COVID-19 et ceci pourrait être aussi simple que d'ouvrir des fenêtres et des portes de manière à ce que l'air circule en plus de la distance physique. La recommandation actuelle de l'OMS est d'une distance d'au moins 1 mètre, sauf lorsque l'on administre le vaccin. Et dans ce cas-là, il est conseillé d'être sur le côté du patient et non pas avec une interaction face à face. Finalement, il peut y avoir des instructions au niveau local
qui se rajoute à celle de l'OMS et c'est quelque chose avec quoi vous allez devoir vous familiariser. Si on rentre dans davantage de détails, comme c'est à attendre sur n'importe quelle séance sur COVID-19, l'hygiène est une priorité, et en particulier l'hygiène des mains. Et en termes de vaccination, les cliniques sont recommandées d'utiliser de l'alcool entre les vaccinations. Et si on regarde la mémoire, il est expliqué comment ceci est consistant avec les recommandations de l'OMS sur l'hygiène des mains. L'eau doit être également disponible dans vos cliniques et il doit y avoir des postes d'hygiène de mains pour tous ceux qui sont en contact avec le processus de l'administration du vaccin. Comme nous voulons encourager que les personnes qui reçoivent le vaccin montrent leur hygiène, il est nécessaire, par exemple, que s'ils éternuent, ils éternuent dans un mouchoir, jettent le mouchoir et ensuite nettoient leurs mains. Parlons de l'équipement de protection personnelle. L'utilisation de l'équipement de protection personnelle doit être utilisé de manière à pouvoir se prémunir contre la circulation du COVID. Et dans une clinique de vaccination, il est conseillé que les travailleurs de la santé, ceux qui administrent le vaccin et tous ceux qui sont en contact avec ce processus portent un équipement de protection personnelle et en particulier les masques médicaux, chirurgicaux ou les masques fabriqués pour la personne qui reçoit le vaccin. Rappelez-vous de combiner ceci avec l'hygiène des mains à tout moment. Il est recommandé d'avoir d'autres éléments de protection personnelle, comme par exemple des gants, des blouses, de la protection pour les yeux, si c'était nécessaire vu la situation. Shoshana a parlé du module 3, qui sont les principes IPC, et je voudrais attirer votre attention là-dessus car la vaccination sera donnée dans une série de places au-delà des centres de santé. Ça peut être des centres communautaires, ça peut être des centres de réfugiés, ça pourrait être des endroits où les groupes sont difficiles à atteindre. Ce qui est important ici, c'est que les principes pour l'administration des vaccins doivent être maintenus. Par exemple, la distance. Garder cette distance d'1 mètre au moins. Lorsque vous regardez l'information qui est donnée dans le module 3, par exemple, si vous regardez la liste des choses qui doivent être faites dans les programmes d'atteinte à des zones éloignées, que devez-vous faire? C'est donc un outil très utile. Quand on parlait de la préparation de cette séance, des éléments IPC, il nous a semblé qu'il était important d'attirer votre attention sur la hiérarchie de contrôle, car ceci permet de déterminer les risques et le type de précaution qui doit être utilisé pour gérer une clinique de manière sûre. Et vous passez des éléments de contrôle les plus efficaces aux moins efficaces, qui est l'utilisation des équipements de protection personnelle. Il s'agit ici d'un paquet d'éléments qui permettent de contrôler la sécurité dans votre entourage. Et ceci montre l'importance des différents aspects. Par exemple, le contrôle de l'aspect de l'ingénierie. Par exemple, l'augmentation de la ventilation. Ou alors aussi les contrôles administratifs, communication, la présence limitée de personnes, faire une évaluation des travailleurs ou des vaccinateurs.
Les équipements de protection personnelle ont un rôle à jouer, mais ce n'est pas la seule chose. Nettoyage et désinfection, je pense que c'est une chose qui intéresse énormément les gens. La première chose que je dirais, c'est que les nettoyeurs doivent avoir une formation, doivent savoir comment procéder, ils doivent comprendre ce qu'est un endroit propre et sûr pour travailler. Il est très important qu'il y ait une facilité de pouvoir nettoyer. Il ne faut pas utiliser des surfaces poreuses. Il faut aussi minimiser l'accumulation de choses dans l'endroit où vous allez vacciner. Et il faut aussi faire en sorte de comprendre que c'est un processus à 2 étapes. Quand on nettoie, la première chose que l'on fait, c'est que l'on enlève de la saleté pour passer de l'endroit le moins sale vers l'endroit le plus sale. Et c'est seulement quand vous avez un endroit qui est propre pour le désinfecter. Un exemple typique, c'est l'alcool ou le chlorine. Et on parle de 0,1%. Ce qui est important, c'est que ce soit fait de manière constante et je crois que c'est toujours une très bonne idée d'avoir une zone qui soit maintenue et nettoyée fréquemment. Et faire attention aussi aux surfaces qui sont touchées le plus souvent, car ce sont celles qui seront contaminées. Et il doit y avoir un nettoyage entre les personnes qui reçoivent le vaccin. Pour terminer et insister sur cette section avant de passer ceci à quelqu'un d'autre, c'est la pratique d'injection sûre, parce que nous savons qu'il y aura des personnes qui travailleront dans des cliniques de vaccination qui ne sont pas habituées au processus de sécurité. Il y a donc une liste de choses pour que l'injection soit sûre. Il ne faut pas faire mal à la personne qui reçoit le vaccin, ne pas exposer le travailleur à un risque qui est évitable et qu'il n'y ait pas un résultat de gaspillage qui rende les situations difficiles pour les autres. Voici les instructions de l'OMS sur les éléments qui soient mis en place pour que les travailleurs puissent travailler de manière sûre. Ce sont des choses comme éliminer les seringues, mais il faut comprendre pourquoi la réutilisation des seringues et des aiguilles causera un préjudice. Il faut toujours utiliser une nouvelle seringue et une nouvelle aiguille à chaque fois que l'on injecte le vaccin. Et voici ma dernière diapositive. Il s'agit de la réduction du risque de pouvoir avoir des blessures. Il s'agit ici d'explications de comment mener son travail de manière sûre. Il n'y a aucune urgence, prenez votre temps. Il n'y a aucune raison pour laquelle les gens devraient se mettre en position de risque. Mais lisez ceci, c'est une manière intéressante et importante de se protéger contre des blessures qui sont tout à fait évitables. Très rapidement, il s'agit des ressources qui pourraient vous aider à l'heure de vous assurer que vous avez toutes les informations nécessaires pour une vaccination sûre. Je repasse la parole à Shoshana. Merci, Carole, pour cette révision rapide sur les questions principales à l'heure d'utiliser les procédures. Je vais passer la parole à Benetta qui va présenter notre groupe de panélistes. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci à toutes les personnes qui participent. Merci pour Carla pour cette révision rapide sur certains aspects clés. Et nous voulons rappeler notre groupe de participants que les détails et les principes sont inclus dans le module 3 mentionné par Shoshana tout à l'heure.
Et maintenant, passons à cette conversation intéressante. Nous aimerions avoir cette conversation avec nos confrères de différents pays qui ont une expérience actuelle et réelle dans les procédures de mise en place de vaccination COVID-19. C'est un plaisir de vous présenter pour commencer la docteure Rima Mognier, qui est de l'hôpital Al-Zahra au Liban, et la professeure Shahid Metal, qui est l'ex-présidente et fondatrice de Réseau africain et qui fait partie de l'IPC COVID-19. Et ensuite, Dr Paolo D'Ancona, qui est d'Italie, de l'Institut supérieur de santé à Rome. Et il est italien comme moi et il parle au nom et en représentation du ministère de la Santé italien et l'Institut lui-même. Nous avons tous énormément d'expérience et maintenant c'est l'heure aussi pour nous de poser les questions à poser. Il y a ici des questions qui ont déjà été préparées, qui nous viennent des participants aussi dans ce webinaire, mais nous allons faire un suivi avec des questions supplémentaires. Et je vous rappelle à tous que vous pouvez utiliser le QA pour vos questions pour écrire vos questions. Et aussi, j'aimerais demander à Carole et à notre groupe de présentatrices et présentateurs de garder un œil sur le chat et sur la fonction questions-réponses pour y répondre. Nous aimerions commencer avec Rima. Et Rima, vous venez du Liban. Vous venez d'entendre ce que les principes de l'OMS sont au niveau des recommandations pour l'administration sûre du vaccin grâce à des mesures de contrôle d'infection et de prévention. Pouvez-vous nous dire quelles sont les mesures qui sont prises dans votre pays? Est-ce que ce sont les mêmes que celles que nous recommandons ou est-ce que vous avez des différences? Dites-nous comment ça se passe. Et tout d'abord, merci aux organisateurs. Au Liban, nous avons commencé avec le projet vaccination. Il y avait un comité au niveau du ministère de la Santé, qui est le comité de vaccination, le comité scientifique de vaccination. Et le premier document émis par ce comité a été le document de contrôle et prévention des infections pour tous les centres. Nous nous concentrions dès le départ sur le contrôle des infections et la prévention de ces infections avec la préparation de ce document au mois de janvier. Et à la fin de la préparation, nous avons vu que le mémoire de l'OMS a été publié, ce qui nous a aidé pour mettre les points finaux à notre document. Notre document est en fait presque similaire à celui du mémoire de l'OMS. Et dans le document initial, on se concentrait sur la partie d'entrée et de sortie des centres avec toutes les recommandations qui convergeait avec ce qui était expliqué et que la docteure Carole a expliqué il y a quelques instants. Notre document se concentre énormément sur les questions de l'environnement, l'équipement et sur le comportement humain. Et je dirais que tous les principes de contrôle d'infection qui ont été décrits à l'instant sont dans notre document et nous avons formé notre personnel sur ces questions bien précises. Tous les centres de vaccination, pour l'instant, au Liban sont dans un hôpital et en général, notre personnel dans les hôpitaux est formé pour le contrôle des infections et des maladies. Ils ont donc une formation sur l'hygiène,
le contrôle des matériels usés. Et donc, tout ceci est en rapport avec les procédures qui sont normalement suivies dans les centres hospitaliers. En clair, les principes qui sont mentionnés ici sont les mêmes que nous avons utilisés, même si nous avons eu des problèmes et des difficultés. Par exemple, l'élimination de produits utilisés et en particulier la poubelle des produits infectieux sont gérés par des centres privés. Et pour éliminer tout ce qui est généré dans les centres de vaccination, ceci est considéré comme des poubelles infectieuses, comme par exemple les aiguilles. Nous avons donc dû faire un accord entre le ministère de la Santé et ses compagnies pour voir comment on allait gérer les ordures et les déchets. On a également insisté sur la question des respirateurs, ventilateurs, des masques pour le visage, également sur la prise de température et l'étude des symptômes pour les personnes ayant accès au centre de santé. Sans vouloir ajouter de trop à ce que Carole a dit, nous avons les mêmes principes au Liban et nous suivons réellement les lignes directrices de l'OMS. Merci, Rima. Excellente nouvelle que tu nous amènes là. Et je pense qu'il est intéressant de commencer à entendre et savoir comment ça se passe à l'heure de la mise en place de ces principes, certains défis que vous avez parfois ou que vous retrouvez dans vos procédures. Ceci me donne un excellent lien pour la question suivante, qui est pour Paola. Ça nous vient d'Italie, où la mise en route du processus de vaccination est bien en marche. Paolo, euh, comment est-ce qu'on peut être sûr que ces règles d'IPC sont respectées et suivies dans tous les endroits où la vaccination est en train de se faire? Aussi parce que nous savons que mettre ceci en place est assez compliqué. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner des commentaires pour ce qui est de l'Italie? Oui, Benedetta, merci. Nous avons commencé à la fin du mois de décembre avec le processus de vaccination et nous avons un plan de vaccination au niveau national. Présentement, nous avons 21 mini-régions, 21 régions, pardon, où nous avons un service, mais nous donnons des instructions au niveau national. Pour l'IPC, je pense qu'il doit être fait mention de plusieurs points. Tout d'abord, pour éviter que le système déraille, nous avons mis en place le système de réservation pour le vaccin, de manière à pouvoir avoir un flux constant de personnes qui aient accès aux services de vaccination. En termes de mise en place des sites de vaccination, nous avons demandé aux régions de pouvoir avoir des experts docteurs en vaccination qui pourraient guider et contrôler le site. Mais en même temps, je pense qu'il était important de donner au niveau national, lorsque il y a une distance, spécifiquement pour les gens qui participent dans le système de vaccination, que nous parlions de l'IPC et que nous donnions un tas d'informations sur la manière de gérer non seulement le processus de la vaccination et le type de vaccin, mais aussi de donner
une vaccination sûre et des procédures de haut niveau. Et nous avons jusqu'à présent mis en place à peu près 30 000 personnes qui participent à la vaccination, avec 12 000 de ceux-ci qui ont fini la première partie de ce cours de formation. Ensuite, nous avons également donné un document particulier, spécifique, qui expliquait combien de personnes, quel genre de profil devrait être inclus dans ce site de vaccination pour nous assurer que tous les éléments de la procédure de vaccination seraient présents à ce site de vaccination. Et nous avons demandé ceci non seulement pour les médecins, mais aussi pour les infirmiers et infirmières qu'ils vérifient les aspects de l'IPC. Et pour que la vaccination commence, nous avons décidé que commencer au niveau de l'hôpital permettrait d'organiser les centres. En Italie, il s'agit de presque 300 centres dans les hôpitaux où c'était beaucoup plus facile de maintenir une attention élevée sur les questions de l'IPC, particulièrement pour la sécurité, parce qu'en Italie, nous avons des règles techniques pour l'IPC, pour les travailleurs de la santé, le personnel sanitaire. Et durant les 2 premiers mois, je pense qu'il était essentiel que ce genre de processus commence avec la bonne marche à l'heure de la mise en place de ce site. Nous pensons, juste une dernière chose, nous pensons que de toute manière, les documents techniques devraient être actualisés suivant la situation épidémiologique, et c'est ce que nous avons en tête. Merci, Paolo. Je crois qu'en fait, tu as souligné 3-4 points critiques que je voudrais résumer. L'importance du développement de règles au niveau national, y compris les principes pour la remise du vaccin de manière sûre, l'importance d'une supervision et d'un contrôle local au niveau de respect des mesures clés de l'IPC, et également ce point que tu as souligné sur l'importance d'avoir un personnel qui ait reçu une formation, et en particulier l'entraînement, la formation en ligne pour l'administration du vaccin ad hoc. Encore merci pour avoir mentionné ceci. Très bien. Alors, passons à Shahim. Alors, Shahim, tout d'abord, si tu voulais parler de la vaccination en rapport avec ce que Paolo disait, est aussi une question clé pour toi, qui a à voir avec ce que nous avons décidé ensemble avec les experts dont tu fais partie. Et pourquoi est-ce qu'il est essentiel de maintenir les mesures d'IPC qui ont été recommandées jusqu'à présent à l'heure de contrôler COVID-19 avec des points d'épidémie, en particulier dans le soin de santé, mais aussi dans la communauté, malgré la mise en place de campagnes de vaccination. Quelle est l'importance de maintenir et de renforcer même
au vu de l'existence de variantes, ces mesures de protection? Pourquoi est-ce que c'est essentiel à ton avis? Voilà, j'ai mon micro qui fonctionne. Merci, Benita. Merci pour l'invitation à cette réunion. Je pense qu'il est intéressant de voir comment les pays font les choses et je commencerai rapidement en disant que l'Afrique a un programme qui existe depuis plusieurs années. Ils savent comment euh, administrer une vaccination en masse. Ceci dit, ce ne veut pas dire toujours que les règles d'IPC seront suivies. Le point que tu fais est très pertinent au milieu de cette épidémie. Est-ce que tout le monde croit que une fois qu'on sera immunisé, ce sera la fin de cette histoire et on peut oublier les masques et tout le reste? On sait très bien que l'Afrique du Sud est arrivée à une phase de masques obligatoires au mois d'avril, ce qui nous a permis d'éviter la mortalité. Et il est important que même si nous savons que les différents vaccins existent, le chiffre de transmissibilité est encore inconnu. Et il est donc important de comprendre que les questions de transmissibilité ont à voir avec l'IPC. Et donc, le message pour la communauté, et c'est sur ce que nous insistons, et en particulier en Afrique du Sud, et également pour les travailleurs de la santé, c'est qu'il faut continuer avec les mesures de contrôle d'infection parce qu'on ne sait pas quelles sont les protections qu'ils auront à la fin au bout du compte. Et il est donc important que, indépendamment de ce qu'il se passe avec la vaccination et la population, il faut absolument maintenir le cap sur cette question. Comment? Eh bien, nous espérons avoir un programme national de contrôle d'infection. Malheureusement, dans les pays à bas revenus, il n'y a pas de programme de contrôle d'infection per se, mais il y a du personnel qui travaille dans différentes zones qui ont besoin d'un soutien important. Et donc, pour moi, pour ce qui est de COVID, pour autant que nous ne voulions pas dire ceci, le personnel de contrôle d'infection doit participer parce que le message a été assez confus. Parce que les gens qui ont formé n'ont pas, eux, été formés pour le contrôle de l'infection. Donc, il y a eu un saut d'étape complet au niveau de précaution de transmission et d'équipements de protection personnelle. Et donc, je pense que les mesures de l'IPC et les structures d'IPC doivent être renforcées et ce sont celles-ci qui vont nous permettre d'aller de l'avant sur une base durable. Et cette question pourrait revenir encore une autre fois. Et donc, formation comme celle-ci met tout le monde à jour au niveau de ce qui doit être fait, particulièrement maintenant avec cette histoire de ventilation qui semble être une chose fondamentale comme l'amplification des espaces, par exemple dans les églises, dans les centres de santé. Ces mesures ne doivent pas être relâchées et le message doit rester simple et clair. Voilà, c'est ma contribution. Merci Bernadette. Merci Shaheen. Et pour des questions de temps, et j'aimerais maintenant revenir sur Rima pour revenir sur la dernière parole de Shaheen, et c'est-à-dire comment informer correctement les travailleurs de la santé. Nous savons que ça a été très difficile à l'heure de communiquer durant cette pandémie. Et je voulais demander à Rima, qu'est-ce que vous croyez qui est la meilleure façon de donner des informations claires, en particulier sur le contrôle et la prévention des infections aux travailleurs de la santé en vue de cette infodémique, information lors de cette pandémie. Et vous pouvez vous référer à la question posée par Shaheen parce qu'il s'agit surtout d'amplifier le message qui existe aujourd'hui et au vu de la vaccination et le programme de distribution. Oui, l'infodémie au Liban nous a touchés autant que la pandémie parce que nous avons
des informations qui nous viennent de partout et pour autant que c'est sur un écran ou écrit quelque part, les gens prennent ça pour valeur comptante et bonne. Et donc, il faut gérer cette infodémique. Et maintenant, les messages principaux que nous voulons transmettre sont ceux, tout d'abord, de la sécurité de vaccin, de l'efficacité de ce vaccin, de l'importance de se vacciner, parce qu'il s'agit de questions absolument centrales au Liban. Nous avons encore des gens qui croient que ce vaccin est une espèce d'élément de manipulation pour changer notre nature humaine, etc. Mais en termes d'infection et de contrôle d'infection, il faut insister sur le fait que la post-vaccination ne veut pas dire que nous avons fini avec toutes les précautions à prendre. Il faut insister là-dessus. Les gens doivent continuer avec tout ce qui était fait en pré-vaccin, comme par exemple se couvrir le visage, la face, éviter les grosses réunions, maintenir la distance, rester à la maison et que lorsque l'on est malade, il faut se dire c'est peut-être COVID-19. Tout ceci peut continuer et doit continuer même après la vaccination d'un groupe important de personnes de la communauté. Il s'agit du plus grand défi à gérer avec cette infodémique au Liban pour l'instant. Pour pouvoir faire face à ces défis, nous devons véritablement gérer l'information. Et la gestion d'information nous aidera à freiner ces fausses nouvelles qui sont à gauche et à droite et s'il n'y a pas de structure, ça ne peut pas être fait. Donc, pour gérer l'information, il faut tout d'abord trouver la base scientifique correcte pour toutes les informations que nous distribuons. On ne peut pas simplement parler aux personnes normales dans cette infodémie. Nous parlons aux médecins, aux docteurs, aux chirurgiens, aux scientifiques, à tout le monde qui pense qu'il y a une espèce de complot ou qu'on veut qu'ils achètent les masques parce qu'on veut faire de l'argent. Donc non, il faut montrer que à tous les niveaux et à tous les niveaux d'éducation que ceci est bien fondé. Deuxièmement, avec cette information, nous devons comme Shaheen l'a dit merveilleusement, de manière très, très simple, que le message soit simple et direct. Nous ne pouvons pas dire, si vous voulez, vous pouvez porter un masque, peut-être que c'est bon de porter un masque. Il faut que ce soit très strict, très direct et clair que le port du masque prévient véritablement la transmission du virus et ceci a été démontré via des études et les études ont montré que le déclin des chiffres de contamination se produisait lorsque les gens portaient le masque, etc. Donc, donner l'information correcte de manière simple avec des preuves scientifiques solides est très important. En troisième lieu, et c'est très, très important, les parties intéressées doivent être des leaders et les patients doivent jouer un patient essentiel. Et par exemple, on ne peut pas avoir dans un hôpital le chirurgien-chef se balader sans le masque facial sur le visage ou sans se laver les mains et il ne peut pas se réunir avec des tas de gens à une fête et que ce soit publié sur Facebook. Il faut des leaders, des personnes de référence qui se comportent en public avec les mesures étant perçues comme étant celles à suivre et qu'ils parlent dans des émissions de TV et de radio quand c'est possible. Il ne s'agit pas seulement d'attaquer l'informatique, il faut savoir de quoi il parle pour que les gens comprennent ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ce qui se dit dans les réseaux sociaux, combien de choses se disent et travailler contre cela. Par exemple, nous avons trouvé qu'il y a une hésitation par rapport au vaccin. Il y avait un tas de questions qui disaient quels sont les points que nous devons tacler pour pouvoir permettre que les gens ne doivent pas croire les fausses nouvelles au sujet des vaccinations. Et je dirais qu'il y a beaucoup de stress dans les réseaux sociaux que la maladie est seulement transmise par la voie orale. Donc,
il faut véritablement tacler tous ces problèmes causés par l'infodémique. Eh bien, en rapport avec ce sujet et sur ce que Paolo disait, je voudrais insister un peu sur cette question des travailleurs de la santé et des personnels sanitaires qui refusent d'être vaccinés. Que pensez-vous, que penses-tu que sont les implications au niveau du contrôle des infections présentement et pour l'avenir? Et peut-être parler un peu de comment c'est géré en Italie. Je pense que nous avons davantage de questions qui sont posées et on va y revenir. Shoshana va modérer tout ça. Donc, Paolo, reste concis si tu veux bien et je voudrais rappeler tout le monde que lorsque il y a une réponse, il est souhaitable que vous parliez un peu moins vite pour aider les interprètes. Oui, merci. Alors, l'estimation réelle des travailleurs sanitaires qui refusent le vaccin n'est pas encore disponible en Italie parce que nous devons tenir compte du fait que ce n'est pas clair euh, combien d'entre eux tombent dans cette définition. Ceci dit, nous sommes en train de discuter en Italie ce que nous devons faire parce que les implications sont qu'il pourrait y avoir un risque plus élevé pour le patient et pour les collègues. Et aussi parce que clairement, si la circulation est à l'intérieur d'un hôpital ou à l'intérieur d'une clinique, ceci pourrait être un problème. Pour que nous puissions considérer le vaccin comme étant obligatoire, c'est difficile, on ne peut pas imposer le vaccin, mais dans certaines régions, il y a un système similaire à celui de la vaccination contre la grippe. Par exemple, s'il y a certaines unités avec un patient à plus haut risque et que on a du personnel sanitaire qui n'est pas vacciné, il ne pourra pas travailler dans cette aile spécifique de l'hôpital ou de la clinique. C'est le genre de solution qui rend la vaccination pas vraiment obligatoire, mais en même temps qui rend l'environnement plus sûr pour les patients ainsi que pour les collègues qui ont été vaccinés. Euh, on est arrivé à, ce n'est pas un niveau national, mais je pense que c'est important de parler de ceci. Oui, quelques solutions efficaces pour ce problème, évidemment. Mille fois merci, Paolo, et aussi Rima et Shaheen pour les commentaires. Et je passe la parole à Shoshana, qui a peut-être davantage de questions pour les trois panélistes et Carole, si c'est nécessaire. Merveilleux, merci Benedetta pour ces panélistes et ces présentateurs. Il y a quelques questions qui sont utiles à mentionner et je vais passer les deux premières questions à Carole. Ici, on nous demande est-ce qu'il y a une checklist ou des ressources pour l'évaluation de l'IPC qui pourrait être utilisée pour la vaccination COVID-19 et elle nous demande pourquoi est-ce que l'on doit continuer à porter un masque après avoir reçu le vaccin COVID-19. Je crois que la question sur le masque a été répondue par les panélistes. Le vaccin ne protège pas à 100%, ne protège pas quelqu'un ni les autres. Et donc, on a la réponse à cette question. L'OMS est en train de préparer une checklist pour aider. Il y a d'autres outils qui peuvent être pris en compte pour la préparation COVID-19. Cette liste est disponible dans la sélection de sources. Et si ce n'est pas le cas sur Shana, on pourra en parler après la réunion. Je suis relativement neuve ici à l'OMS. S'il y a quelque chose d'important à mentionner, je suis sûr que
Benedetta interviendra pour donner une réponse complète. Très bien, merci, merci. Question suivante pour les panélistes, et ils en ont parlé un peu aujourd'hui, mais je serais peut-être intéressant d'avoir davantage de commentaires. Quels sont les défis de l'IPC pour la vaccination, et en particulier, il semble qu'il y ait une inquiétude au niveau de l'IPC au niveau communautaire. Est-ce que je réponds? Bien, alors, il s'agit d'une question importante et nous voulions au départ être sûrs que la communauté allait nous suivre avec les activités menées. Ce qu'on a fait, c'est que dès que le vaccin a été mis en route, 72 à 73 000 travailleurs de santé ont été vaccinés, et on a sérieusement pensé à demander aux leaders traditionnels de participer pour comprendre les programmes de vaccination, leurs limitations, et expliquer pourquoi c'est si utile d'avoir IPC. Et nous avons produit un document qui sera utilisé. Et ce que ça dit, c'est qu'il s'agit d'une mesure de prévention, pas nécessairement de contrôle, mais vous devez suivre ces règles comme un élément plus de contrôle et de plus grande prévention dans l'ensemble, avec l'hygiène des mains, le distance sociale et aussi le port du masque. Il y a tellement de doutes et d'hésitations, et donc je pense que c'est important d'avoir ce document, et on apprend les leçons de ce qui s'est passé par le passé. Très bien, nous avons une question sur le nettoyage de l'environnement. Alors, ce que je vois ici, c'est est-ce qu'on peut utiliser des systèmes de désinfection, et que se passe-t-il avec une technique multifacette? Alors, j'essaie de savoir ce que la position de l'OMS est sur l'OMS. Je vais passer par la Benetta, mais il s'agit de principes dans différents environnements, et donc c'est véritablement autant que possible essayer d'utiliser les principes d'hygiène des mains, le masque, distance sociale. Je pense que c'est plus difficile dans un environnement sans contrôle de faire en sorte que ces choses soient suivies et respectées. Mais Benetta, si tu pouvais répondre à cette question de désinfection. Et si c'est l'hygiène des mains, l'OMS ne recommande pas des serviettes désinfectantes parce qu'il n'y a pas d'éléments solides suffisamment qui montrent que c'est efficace, mais aussi pour le nettoyage de l'environnement, il est préférable clairement d'utiliser des produits qui sont recommandés pour le nettoyage de l'environnement avec les instruments qui sont normalement mentionnés. Je pense aussi que Shahim est une des leaders d'un document, rédactrice d'un document qui a été rédigé entre ICANN et le CDC pour le nettoyage de l'environnement, qui a été publié récemment. Je pense qu'elle va peut-être vouloir faire un commentaire sur les serviettes de nettoyage. Oui, il y a des serviettes qui sont imprégnées de produits, mais on ne peut pas les utiliser en dehors des unités de soins intensifs. Donc, il s'agit d'avoir de l'alcool dans une bouteille, pas un spray, il ne s'agit pas d'utiliser un spray,
On prend ceci et on met ceci sur les surfaces. Rappelez-vous qu'on s'attend à ce qu'il y ait des gouttelettes de sang. Donc, il est très utile d'utiliser ceci, de nettoyer. Et il faut un nettoyage au début, au milieu et même à la fin de la séance. Je veux réinsister sur le fait que au plus simple on rend les choses, le plus facile ce sera d'administrer ces vaccins. Et on parle ici de 20 à 30 vaccins par heure parce qu'on s'adresse à des milliers de personnes. Donc, restons simples. Restons simples. Une ligne ou deux de message, c'est suffisant. Eh bien, nous devons mettre un terme à cette séance. Encore merci à tous nos présentateurs, présentatrices et panélistes qui ont été présents aujourd'hui. Merci pour les questions et merci encore une fois à nos interprètes fantastiques. Merci à tous. Nous allons avoir ces enregistrements disponibles bientôt et les questions qui n'ont pas pu être répondues seront répondues séparément. Et je voudrais encore une fois vous donner mes meilleurs vœux pour le reste de la journée, de l'après-midi ou de la soirée. Merci.